Le groupe terroriste Avalanche menace toujours plus la sécurité des habitants de Midgard. Les forces publiques de la Shinra poursuivent leur... Si ça se trouve, le tout premier voyage au Japon que j'ai fait dans ma vie, c'était sans le savoir, en jouant à un jeu vidéo durant mon enfance. Quelques notes suffisent pour vous transporter. Bienvenue à vous dans le monde de Final Fantasy VII, un jeu japonais qui résonne dans le cœur de millions de personnes dans le monde. Désormais, l'aventure la plus attendue de l'année se passe chez vous. Je suis assez vieux pour l'avoir découvert à sa sortie sur la toute première PlayStation en 1997. Et comme beaucoup de ma génération, j'ai pris une bonne grosse claque. Avant ça, pour moi, les jeux vidéo, c'était un bien de consommation, un truc pour s'amuser quoi, avec lequel je prenais simplement du plaisir. Mais Final Fantasy VII m'a transporté vers autre chose. Le jeu vidéo devenait un art qui peut émouvoir, et même plus, cultiver l'esprit. J'avais 13 ans à l'époque, un âge où les œuvres qui vous marquent laissent des traces inaltérables dans l'esprit et dans le cœur. Si les jeux vidéo ça vous intéresse pas, surtout ne partez pas, parce que au final cette vidéo ce sera surtout l'occasion de parler de société japonaise. Final Fantasy VII est une œuvre totalement iconique aujourd'hui. Depuis sa sortie, le jeu s'est vendu à environ 15 millions d'exemplaires dans le monde. Pendant de nombreuses années, Square Enix, le développeur du jeu, a laissé miroiter l'idée d'une possible refonte moderne du jeu tant aimé avec des graphismes actuels. Et tous les fans attendaient en vain une annonce qui n'est jamais arrivée. Et puis, un beau jour de 2015, lors de la grande messe du jeu vidéo mondial, le projet du remake a été annoncé. La réaction du public et des fans a été... comment dire... je vous laisse regarder. Ouais, un tout petit peu. Cette refonte sera divisée en 3 parties, 3 opus. Le premier est sorti en 2020 sur PlayStation 4 et le second sort le 29 février 2024 sur PlayStation 5. Final Fantasy VII Rebirth. Pour vous donner un ordre d'idée de la différence technique, Final Fantasy VII, quand je l'ai découvert, il ressemblait à ça. Et voici à quoi ressemble sa refonte complète sur les consoles d'aujourd'hui. Ouais. La différence est dingue. Regardez le personnage principal, Cloud, avec ses quelques polygones. Et le même aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Mais la vraie question c'est, pourquoi parler de tout ça sur cette chaîne qui traite de culture japonaise ? Je suis conscient que c'est un petit peu la nostalgie qui me fait parler aujourd'hui. Mais à presque 40 ans, j'avais envie de rendre un petit hommage. Et puis qu'on se le dise, Final Fantasy aujourd'hui, c'est presque de la culture générale japonaise. Attendez, je reçois un appel. On va construire des ponts culturels, on va aller chercher l'écho de Final Fantasy VII dans la réalité. On va se questionner sur les inspirations qui ponctuent cet univers, quels sont les éléments de la vraie vie qui ont nourri les créateurs, les mythologies du monde, les religions, la musique, sans oublier le cinéma, Akira, Die Hard, Star Wars, Godzilla, Metropolis de Fritz Lang, d'où viennent les influences dans Final Fantasy VII. De quelle manière des villes comme Tokyo ou Osaka ont pu influencer les créateurs du jeu dans l'élaboration de Midgard, une des villes les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo.
Avant de répondre à ces questions, j'ai besoin de développer des points essentiels pour comprendre la suite de la vidéo. Comme son nom l'indique, Final Fantasy VII est le 7e opus d'une série de jeux où chaque épisode est indépendant. Il s'agit de RPG, de jeux de rôle où l'on joue relativement librement les aventures d'un personnage et ses camarades embarqués dans une histoire complexe qui s'étale sur des dizaines d'heures. Le jeu se divise en 3 phases, de l'exploration, des combats tactiques permettant de faire évoluer ses personnages et des avancées scénaristiques sous forme de dialogue, un peu comme une BD quoi. Et à partir du 7, le tout était ponctué de cinématiques. Qui était incroyable pour l'époque. Alors ouais, graphiquement ça a vachement vieilli, mais si je devais résumer rapidement, je dirais que quand j'ai découvert ce jeu, j'ai tout de suite eu l'impression de pouvoir jouer un film. Esthétiquement, avant, les jeux vidéo, ça ressemblait plutôt à des dessins animés. Maintenant, c'est du cinéma. Dans FF7, Ouais, on va l'appeler FF7, ça ira plus vite. ce qui continue de résonner en moi aujourd'hui, c'est l'aspect science-fiction du début de l'intrigue. C'est là que ça devient intéressant parce que les défis de FF7 résonnent dans notre réalité. Il est même plus que jamais d'actualité. Vous allez voir. FF7 parle d'un futur dystopique sur une planète qui ressemble à la nôtre, sauf que dans cette planète circule une substance spirituelle qui la nourrit. Cette nappe éthérée se nomme la rivière de la vie. Et elle est composée de l'âme, des souvenirs, des émotions et du savoir de tous les êtres qui ont vécu sur cette terre. Cette substance permet à la planète d'exister, de se maintenir verdoyante et même de guérir. Cette idée du jeu est clairement influencée par la théorie de Gaïa, une hypothèse proposée dès les années 70 par l'écologiste anglais James Lovelock qui voit dans la Terre un être vivant à part entière. La Terre-mère à la base de toute vie ici-bas. C'est une théorie qu'on retrouve dans des mouvances New Age selon laquelle toutes les créatures vivantes interagissent entre elles pour former un seul et même super-organisme, la Terre. La première fois que j'ai eu une explication concrète du concept de Gaïa, c'était à l'aquarium d'Osaka. Un concept que semble particulièrement apprécier Hironobu Sakaguchi, créateur de la saga Final Fantasy, qui va aller jusqu'à le nommer dans son film éponyme sorti en 2001. Ouais, parce qu'en fait, ils ont fait du cinéma après les mecs, plus ou moins réussi. What the hell is that? That's not what I think it is it? Yes, it's Gaia. Mais on peut aussi faire un lien avec les croyances shinto qui conçoivent toute réalité physique, animale, végétale et même objet inanimé comme pouvant potentiellement abriter un esprit, une essence spirituelle. Maintenant que vous avez saisi ce principe, la base de l'histoire peut débuter. Une base hyper intéressante. Un jour, la Shinra, une entreprise spécialisée dans l'industrie lourde et l'armement, fait la découverte d'un gisement de rivière de la vie en creusant le sol. Après des recherches intenses, la Shinra va réussir à exploiter cette nouvelle matière pour la transformer en énergie. L'énergie Mako qui est produite dans des réacteurs pour créer de l'électricité qui viendra alimenter les foyers, les véhicules, les villes. Le confort qu'apporte cette nouvelle technologie va attirer du monde et enrichir une entreprise Shinra de plus en plus mégalo et omnipotente, jusqu'à construire une gigantesque cité industrielle autour de réacteurs géants avec des logements, des autoroutes, des gratte-ciels, des usines. Cette ville fascinante se nomme Midgar. Midgar est presque un personnage à part entière. Allez, on va se connecter au site de la corporation Shinra pour mieux comprendre la structure de la ville. Quand on la regarde d'en haut, on voit que la cité est découpée en 8 portions, appelées secteurs. Mais ce qu'on ne remarque pas quand on regarde Midgar de prime abord, c'est que la ville est construite sur une plaque. Regardez, on va basculer pour voir la ville de profil. Là, c'est le sol, la terre. La plaque n'est pas à même le sol, mais surélevée. Il y a un gros pilier central et des piliers d'appoint qui permettent à toute la structure de tenir. Sur ce plan plus détaillé de la plaque, on voit les énormes réacteurs, les secteurs, les structures industrielles et au centre de tout ça, le bâtiment de la Shinra qui domine le reste. Ce que j'aime aujourd'hui dans la base de toute cette histoire, c'est l'aspect écologique et social. La ville de Midgar a été construite en hauteur parce qu'au pied des réacteurs se trouve une triste réalité. Puiser la rivière de la vie rend le sol infertile, il s'assèche. L'écosystème est perturbé, la nature se meurt et devient désertique. En plus, transformer la rivière de la vie dans d'énormes réacteurs pour produire l'énergie Mako pollue l'atmosphère et la terre. C'est le prix à payer. Avec le temps, le confort et les opportunités qu'offre Midgar ont attiré du monde. Beaucoup trop. Ceux qui n'ont pas pu obtenir une place en haut s'installent en dessous espérant bénéficier prochainement d'une opportunité. En attendant, ils respirent la pollution entre le sol désolé et une plaque de métal qui leur fait de l'ombre. Au fur et à mesure, cette zone libre s'improvise sans réglementation, elle devient chaotique, les autorités n'y descendent pas, ou peu. Ses habitants sont des laissés-pour-compte. Alors que la Shinra continue de poursuivre ses profits sans se soucier de la durabilité, sous la ville, la pauvreté s'installe. Et peu à peu, ces zones deviennent des bidonvilles.
Dans les décombres des taudis, on voit des baraques de tôle, des tuyaux, des barres d'armature tordues, des grillages rouillés, des amas poussiéreux. Midgard illustre physiquement les inégalités qui existent dans notre monde. L'agencement de la ville est directement lié aux strates socio-économiques. Les riches en haut, les pauvres en bas. Mais comme pour notre pétrole, l'énergie Mako n'est pas illimitée. Les gisements sous Midgard commencent à s'épuiser. Il faut trouver d'autres sources. La Shinra se militarise toujours plus, elle complote, dirige à la place des gouvernements et bataille pour ses propres intérêts économiques. Attendez, il y a un problème avec le signal. On dirait que la Shinra essaye de pirater l'émission en balançant de la pub. Ok, c'est bon. Grâce à vous, on a repris le contrôle de la fréquence. C'est fou quand même, ces grandes entreprises qui veulent tout contrôler. Et c'est ainsi que le jeu commence. Vous incarnez Cloud, un mercenaire engagé par Barrett. L'armoire à glace qui m'a appelé juste avant. C'est le leader d'un groupe de résistants clandestins venus des taudis qui a pour mission de faire exploser les réacteurs Mako pour ralentir les actions de la Shinra et sauver la planète. Toute cette histoire résonne en nous parce que, vous l'aurez compris, les combustibles fossiles sont notre Mako du monde réel. La Shinra est le symbole du capitalisme et des dictatures. Et les taudis de Midgard sont nos favelas. Avouez que c'est un sacré contexte pour débuter un jeu vidéo en 1997. Alors ouais, c'est une vision exagérée du monde, c'est caricatural, et l'histoire du jeu part ensuite dans d'autres directions scénaristiques. On retrouve aussi des processus narratifs typiques du manga shonen qui vise, je le rappelle, un public d'ados masculins. Et quand j'ai découvert ce jeu, j'avais 13 ans. 13 ans, j'étais pas fini. Regarde ça. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Il pourrait très bien partir d'ici. Hein? Moi, j'hésite pas à briser mes attaches. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi. Mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. Si ça, c'est pas un jeu qui contribue à former chez les jeunes un début de conscience politique, écologique et une volonté de justice sociale, franchement, je sais pas. Bref, on va passer à l'action. Il est temps d'aller voir ça de nos propres yeux. On va explorer Midgard. Le but premier de Midgard, c'est d'abriter les activités industrielles de la Shinra, donc les centrales et les usines. On va devoir faire un petit peu de route. On va sortir des zones résidentielles pour fouiner dans ce coin de la ville. Les voies rapides et tunnels bétonnés nous transportent vers un champ de cheminées. Une jungle de tubes et de conduits fumants autour de hangars et de transformateurs électriques. C'est ici qu'est traitée l'énergie Mako. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les usines ne dorment jamais. Dans ces recoins sombres, les yeux ne suffisent pas. Je vais avoir besoin d'un accessoire pour vous montrer à quoi ça ressemble vraiment. Là, on voit bien l'enchevêtrement de gaines métalliques et de cheminées rouillées que l'on peut observer dans les zones industrielles. Tout ça au bénéfice de la Shinra qui a son quartier général au milieu de la ville. On va y aller en train. Nous voici arrivés dans la tour de la Shinra, la tour immense qui domine la ville de Midgard. Et on va aller tout en haut. Pour aller tout en haut de la tour, il y a deux possibilités. Les ascenseurs ou un escalier de secours qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Mais comme il y a 60 étages,
faut être fou pour prendre les escaliers. Donc il y a des ascenseurs au premier étage là, on va les récupérer tout de suite. Dans cette tour, tout est propre, immaculé, spacieux. L'entreprise a mis en place des espaces élégants pour que ses employés puissent travailler dans les meilleures conditions. C'est dans cette tour que la Shinra garde près d'elle le maire de Midgar, un maire qui n'a aucun pouvoir dans une ville corrompue. La vue du 60e étage est saisissante. On observe les gens en bas vivre leur vie au milieu de ces infrastructures. Ce monstre urbain qu'est Midgar en devient presque beau. Les inconscients. Tous ces gens qui viennent ici pour admirer la vue. Que c'est beau, magnifique qu'ils se disent sûrement. Ils se rendent même pas compte que chaque jour, chacune de ces lumières consume notre planète à petit feu et abrège sa vie. Ils l'ignorent, ces idiots. Dire que moi aussi j'ai trouvé ça joli. Le soleil se lève sur Midgar. On va aller explorer l'espace de vie des habitants qui vivent sur les plaques. Des millions de gens passent dans les gares de la ville quotidiennement. En surface, on voit un drôle de mélange urbain. Entre les gratte-ciel, les autoroutes aériennes, les bâtiments en briques, les pubs sur écran géant sous un ciel capricieux, les beaux quartiers résidentiels pour les plus privilégiés. On trouve même de vieilles églises et des réservoirs de gaz en plein milieu de la ville. Il semble qu'il y a assez peu de plans d'urbanisme ici. Tout se mélange parfois n'importe comment, de manière spontanée, selon les besoins du moment. Et avec des fils électriques apparents. Pour les bâtiments publics à Midgar, on a une architecture qui s'inspire un petit peu du classique. On appelle ça le néoclassique. On retrouve des éléments typiques de l'architecture gréco-romaine, donc avec des arches, des colonnes et des frontons. Ça fait autorité, ça présente bien. Les secteurs habités sont découpés par de grandes avenues, qui mènent souvent vers des centres commerciaux. Mais derrière cette surface lisse, on observe parfois un enchevêtrement chaotique à l'abri des regards. Pour aller sous les plaques, un seul moyen officiel, le train. Mais je connais un autre passage dans un recoin du secteur 5. Et ce passage a été créé par des employés de la Shinra, des employés du service technique. Et le truc, c'est que ces employés, c'est des habitants d'Etodi, qui n'ont pas de contrat et qui sont mal rémunérés. Et ils en ont eu marre de payer eux-mêmes les frais de transport de la Shinra pour aller faire le sale boulot en surface que personne ne veut faire. Donc ils ont créé un passage. Nous voici arrivés dans le Wall Market, le quartier le plus animé d'Etodi. Avec ses bistrots, ses devantures lumineuses, c'est une zone qui grouille dans une ambiance nocturne permanente. Parfois, quelques bâches transparentes sur une armature de fortune suffisent pour faire un restaurant. Sous la plaque, on peut manger des spécialités qu'on ne trouve pas en surface. Ici, tout se bricole, tout se rafistole. La zone est parfois mal fréquentée, mais globalement, on ne risque rien. Dans l'Etodi, certains galèrent plus que d'autres. Mais le Wall Market est avant tout un espace d'opportunité pour les gens défavorisés. Contrairement à la ville du dessus, ici, on voit de la crasse, on voit de la poussière.
De la poussière qui s'accumule sans que ça gêne qui que ce soit. Maintenant, on va marcher un peu pour rejoindre le cœur du Wall Market. Cet endroit est réputé pour être avant tout un quartier rouge, un quartier de plaisir. Ici, vous trouverez tout ce que vous cherchez. De la simple compagnie, des massages, des partenaires de karaoké, mais aussi des services beaucoup plus concrets. Voici la maison de Don Corneo, véritable roi de la pègre qui chapeaute tout ce quartier de plaisir. Ici-bas, c'est probablement lui le plus riche. Parce que, croyez-moi, il n'y a pas que des gens des taudis qui viennent faire un tour dans le coin. Le Wall Market est un quartier qui baigne dans son jus, mais qui est coloré et assez joyeux. Les gens sont ici pour s'amuser, pour oublier aussi, avec un petit coup de pouce alcoolisé. Et au milieu du Wall Market, on trouve un célèbre club de boxe. Bon allez, on va sortir d'ici. Quand on s'éloigne du Wall Market, on commence à observer une autre facette des taudis. Dans ce coin-là, tout semble tout de suite plus compliqué. La précarité est palpable. Certains ont un toit de tôle au-dessus de la tête. Pour d'autres, ce sont des bâches bleues. Les débris sont omniprésents dans les recoins des chemins. Des monticules de détritus que personne n'ose évoquer à la surface de Midgard. Et pourtant, beaucoup de ces ordures sont fabriquées sur les plaques de Midgard. Certains font les poubelles, mais les gens vivent quand même. Ils bossent comme ils peuvent. Même si plus beaucoup d'enfants viennent jouer dans les parcs.